Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi, j'ai 2 minutes de retard parce que je discutais avec un papy. Bien, on m'entend là-bas, ça marche? C'est bon? Bien, c'est parfait. Alors mes chers collègues, bonsoir. Il est 17h30. Je déclare donc la séance du conseil municipal du 12 mars ouverte. Elle peut démarrer. Pour ce faire, avant tout, je souhaiterais présenter mes félicitations à Émilie. Je suis allé voir ces 2 petits bouts de choux, de rôtis, de 2 kilos chacun à peu près, qui s'appellent, attention, Liana et Noélie, L-I-A-H-N-A, et Noélie, N-O-E-L-I-E. Sans oublier, forcément, mes félicitations à l'heureux papy, Hervé, qui va se faire un plaisir de nous offrir le verre de l'amitié à la fin de la réunion, comme le veut la coutume. T'as oublié de porte-monnaie? Prends des pots de chuc. Voilà. Donc, encore toutes mes félicitations, papy. Et puis, la maman se porte bien. Le papa, il est au charme. Et la maison, il y avait déjà les chambres de prévues. Donc, madame l'adjointe au logement, vous n'aurez pas de demande supplémentaire. Mais la population augmente de 2 habitants. Et ça, c'est pas mal. Bien. Afin de permettre d'ouvrir la séance, je vais demander à Sylviane de faire l'appel. Madame Wathelet, s'il vous plaît, de façon à vérifier qu'on ait le quorum. Monsieur Guy Bustin. Ah ben, présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Présent. Monsieur Joël Sider. Absent. Procuration à Monsieur Serge Forte. Malade. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Richard Zimaniac. Présent. Monsieur Jean-Luc Houbard. En vacances. Absent. Procuration à Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Hervé Tourbet. Présent. Monsieur Éric Philomètre. Absent. Procuration à Monsieur David Bustin. Madame Isabelle Kowalski. Souffrante. Je profite de l'occasion qui nous est donnée pour lui souhaiter un prompt rétablissement à Isabelle. Donc, absente. Procuration à Madame Louisette Maximovic. Madame Ghislaine Salingue. Madame Adeline Ludwig. Absente. Procuration à Monsieur Richard Zimaniac. Madame Émilie Tourbet. Ah bah alors là, en couche, comme on dit. Absente. Procuration à Madame Caroline Di Cristina. Madame Laura Cuessien. Absente. Procuration à Madame Fabienne Delcourt. Madame Martine Cherkefos. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Jean-Luc Abrica. Absent. Procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Travail. Hein. Madame Myriam Machuel. Travail. Absente. Procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Marie-Claude Piquet. Absente. Procuration à Monsieur Guy Bustin. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Eh bien, si le quorum est atteint, on va pouvoir commencer. On va commencer par nommer, d'ouvrir la séance, désignation d'un secrétaire de séance. Comme le morceau de résistance, c'est le DOB, le débat d'orientation budgétaire, on va nommer Madame Caroline Di Cristina, vu qu'elle est vice-présidente de la commission des finances. C'est une responsabilité avouée. Bien, secrétariat général, Monsieur le maire. Vous avez tous reçu en temps et en heure les convocations du conseil municipal, les différents documents. Et parmi ces documents, il y avait l'adoption du compte-rendu du 31 janvier 2019. Avez-vous des observations sur ce compte-rendu? Il n'y a pas d'observation, donc on peut passer au vote. Abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie. En même temps, je remercie le secrétariat général et le personnel pour la bonne tenue des documents. Comptabilité, finances. C'est marqué Monsieur le maire et je vais passer la parole à Monsieur l'adjoint aux finances. C'est moi. Il faut respecter les textes de loi en vigueur. C'est l'adjoint aux finances qui présente le débat d'orientation budgétaire.
Alors, je vais parler plus fort et je vais me mettre plus près. Ça va comme ça? Ça va, bien. Donc, je vous rappelle que la tenue du débat d'orientation budgétaire, appelé vulgairement le DOB, a été rendue obligatoire pour les départements par la loi du 2 mars 82 et étendue aux régions et aux communes de plus de 3500 habitants, ce qui est notre cas, et plus, par la loi d'administration territoriale de la République du 6 février 92, complétée par l'ordonnance du 26 août 2005. Ceci étant dit, c'est un rappel des textes en vigueur. Avant, nous avions un ROB. Maintenant, on a un DOB. Il y a une différence aussi, c'est que maintenant, on va voter qu'il a eu lieu. Voilà. Tandis qu'avant, on ne votait pas, c'était une information. En plus, dans les communes de 10 000 habitants et plus, c'est notre cas, le rapport doit comporter des éléments sur les dépenses de personnel et les structures des effectifs. Le ROB, dès qu'on aura fini d'en discuter, doit être transmis à monsieur le préfet du département et au président de l'EPCI, c'est-à-dire l'agglo, notre ami Laurent de Gallet, dont la commune est membre et doit faire l'objet aussi d'une publication. Donc il sera affiché, il sera publié comme on le fait d'habitude. Ceci, c'est une information pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, ainsi que pour le public. Donc les informations, je vais faire une partie des informations parce que ça concerne, en qualité de maire, la structure, le contexte local. En qualité d'adjoint en finance, ce qui concerne les sous, pour parler, que tout le monde comprenne bien. Ensuite, Caroline interviendra en ce qui concerne la structure du personnel, l'obligation que je viens de rappeler. Ensuite, David interviendra en ce qui concerne les programmes de construction prévus, ceux en cours et les prochains. Je voulais aussi vous préciser donc le contexte local. Je vais rappeler quelques chiffres. Je ne vais pas vous noyer, n'ayez pas peur. La population, donc, elle a augmenté avec 10 472 habitants. Ça, c'est la donnée INSEE qui sert de référence pour tout calcul, que ce soit pour un syndicat intercommunal, pour une subvention ou quoi que ce soit. C'est à effet du 1er janvier 2019. En réalité, ce n'est pas le reflet de la population au 1er janvier 2019, c'est celle, vraisemblablement, sauf erreur de ma part, au 31 décembre 2017. Ça doit être ça. Hein. Il y a toujours une... avec l'INSEE, c'est toujours 3 ans avant, donc ça pourrait être au 31-12-2017 plus exactement. Les données INSEE mentionnent aussi un taux de chômage, alors là, accrochez-vous, des 15-64 ans en baisse dans la commune, passant de 22,3% en 2014 à 21,20% en 2015, c'est-à-dire, pour ainsi dire, presque rien. Je vous rappelle, ça c'est à titre personnel, qu'au niveau national, nous sommes pour la même tranche d'âge à 9,9. Donc vous voyez qu'on est à plus du double de chômeurs. Et c'est pareil pour l'ensemble des Hauts-de-France. Hein, nous en sommes là. Concernant le nombre de ménages fiscaux était de 4073 et la part des ménages fiscaux imposés était de 37,6%. Autrement dit, on a, on va dire, 40% de la population qui paye les taxes. Ce qu'on appelait les 4 vieilles dans le temps. Hein, taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, et là, il m'en manque une, c'était la taxe non bâti, taxe professionnelle. Alors, le potentiel, ça c'est important, le potentiel financier de la commune en 2018 était de 879,56 € par habitant, et le potentiel financier moyen de la strate, c'est-à-dire des populations françaises, bien sûr, de 10 à 20 000 habitants, c'est la strate, elle est de 11 114,56 €. Donc vous voyez... 1114,56 €, c'est-à-dire qu'on a un delta de 150 € environ. C'est ça, madame la comptable? C'est pour voir si vous suiviez. On a un delta de pauvreté de 240 richesses en moins par rapport à la population de France.
Ensuite, je tiens à préciser que ce ROB dont on va vous faire état, on est toujours dans l'attente des recettes qui doivent nous être notifiées par l'État. Néanmoins, pour construire ce DOB, comment on a fait? On a simplement tenir compte du... Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. On a tout simplement pris ce qu'on appelle le réel constaté 2018, ce qu'on a réellement perçu par les différents partenaires, et c'est avec ça qu'on a construit le budget 2019, le ROB 2019. Sauf un point particulier qui nous a été notifié par l'État, c'est-à-dire que la fiscalité locale a été augmentée de 2,2%. Je m'explique. Quand vous avez votre taxe d'habitation ou autre même type de document, en haut à gauche, vous avez la valeur locative de votre habitation. Cette valeur locative est révisée, à contrario du grand débat aujourd'hui sur les retraites qui ne sont pas indexées, ainsi que le livret de caisse d'épargne. Là, ça a été indexé à 2,2%. Donc, comme l'assiette de cotisation augmente de 2,2%, sans augmenter nos impôts, nous allons avoir une recette estimée à 2,2% supplémentaire, ce qui ne représente pas grand-chose, croyez-moi. Ceci étant dit, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a tenu compte de ces 2,2, c'est-à-dire qu'on a pris le produit attendu 2018, on l'a majoré de 2,2%. Ensuite, dans nos obligations, on doit donner la structure des effectifs de la ville au 1er janvier 2019, ainsi que les facteurs d'évolution des dépenses de personnel suite à des mesures locales. Caroline, s'il te plaît, Madame Di Cristina. Alors, structure des effectifs au 1er janvier 2019. Donc, titulaire CNRACL 145, titulaire IRCANTEC 12, stagiaire CNRACL 5, stagiaire IRCANTEC 5, contractuel 40, vacataire 1, PEC 12, CDDI 8, emploi d'avenir 2, service civique 3. Donc, les facteurs d'évolution des dépenses de personnel suite à des mesures locales. Mise en place d'une réflexion sur le temps de travail après l'application dans l'année 2018 pour les services administratifs de la flexibilité horaire dans le respect du temps de travail légal de 1607 heures annuelles. Intégration sur une année pleine des personnes recrutées en 2018. Maintien du coordinateur CISPD malgré le désengagement de l'État sur le financement. Renforcement de l'équipe de police municipale depuis le 1er septembre 2018. Renforcement du service communication pour une meilleure réactivité d'utilisation des médias et réseaux actuels de communication. Développement d'un axe ado-pré-ado. Personnel supplémentaire pour l'ouverture du second pôle de restauration. Donc voilà la partie on est tenu d'expliquer. Donc maintenant, l'adjoint aux finances va reprendre la parole sur la masse salariale. Donc la masse salariale, j'ai arrondi, je vais vous donner un exemple. Au lieu de dire que les salaires des différents personnels, avec une précision, quand Mme Di Cristina parlait de CNRACL, ça veut dire collectivité locale. Quand on parle IRCANTEC, c'est sécurité sociale, régime général, pour information pour les gens qui nous regardent. En ce qui concerne la masse salariale, donc plutôt que de vous dire c'est 4 176 470 000 €,81 centimes, j'ai arrondi. Donc au niveau du traitement des salaires, traitement de base, c'est 4 180 000 €. Auquel, bien évidemment, comme tout employeur, il y a lieu de rajouter les charges. Donc les charges sociales se montent à 2 065 000 €. Donc vous vous rendez compte que c'est quasiment la moitié de la masse salariale qui part, ainsi que pour ceux qui autour de cette table sont salariés, c'est exactement la même chose. Là, on réfléchit en employeur, d'accord ? Donc 4 180 000, ce sont les salaires, 2 065 000, ce sont les charges sociales, et ensuite, il y a les primes
et les différentes indemnités qui sont allouées au personnel, qui représentent 750 000 €. Salaire 4 180 000, charges sociales 2 065 000, primes et indemnités 750 000. Voilà ce que représente la masse salariale par rapport aux effectifs que Caroline vous a signalés. Ensuite, on va arriver à ce que nous oblige aussi ce ROB, les orientations budgétaires d'investissement et le plan pluriannuel d'investissement. C'est ce qu'on appelle, vous entendez souvent parler du PPI, je m'adresse à la population qui nous regarde, plan pluriannuel d'investissement. Monsieur l'adjoint aux travaux, monsieur David Bustin. Merci monsieur le maire. Juste pour vous faire un petit préambule, parce qu'on va vous donner un certain nombre d'annonces, je voudrais revenir un peu à la déclaration que j'avais faite déjà au dernier conseil municipal. Ce sont des annonces qui arrivent en bons termes et en bonne période, mais qui sont des travaux, des commissions, des réunions, des rencontres avec les habitants, avec les partenaires. Je pense à Valenciennes Métropole, je pense à l'État, la région, les fonds européens. Bref, j'en ai certainement oublié, je m'en excuse, qui sont sur plusieurs années. Donc je voulais vous lister les projets qui concernent ce débat d'orientation budgétaire et qui forcément arrivent à échéance pour nous, c'est-à-dire en termes de faisabilité, et se transforment non plus en projet, mais en quelque chose de concret. Alors il y a des choses plus classiques et puis il y a des choses peut-être plus importantes en termes d'événements. Le premier, c'est l'accessibilité des bâtiments, c'est la loi sur l'ADAP. On a une programmation, c'est très important, on a une programmation jusqu'en 2020. Concrètement, c'est la transformation de nos bâtiments de services pour l'accession à la propriété. Je vais y arriver, hein. Pour l'accessibilité au handicap, c'est parce que c'est juste après. 37 000 € ont été dépensés en 2018, 36 000 € vont être dépensés en 2019 et 36 000 € en 2020. Donc on est sur 3 ans, on est au milieu, on est sur la deuxième année. L'aménagement du cimetière, l'étude a été menée en 2016 et 2017, pas tout à fait en 2017. L'investissement total dans cette première phase a été de 402 000 €. Pour ceux qui n'ont pas encore été voir le cimetière, allez voir. On a fait un cimetière paysager digne de ce nom, digne d'une commune de 10 000 habitants. C'était une partie qui était en friche au moment où nous sommes arrivés et que nous avons requalifié. Donc c'est aussi une extension de ce cimetière. Et ce sont des signes importants aussi pour le fonctionnement normal d'une collectivité. Alors juste une précision, ça a été fait, c'est du 2018. Sur 2019, on a un complément qui sont la pose de gabions complémentaires. Alors les gabions, ce sont les séparations des parcelles. Au lieu d'avoir des plaques de ciment pleines traditionnelles en fond de parcelle, c'est-à-dire entre les habitants et nous, hein, le cimetière, on met des gabions. Et il en manquait un morceau, une partie, d'où l'investissement pour cette année de 42 000 € qui va aller, pour ceux qui connaissent, qui va faire le retour et qui va revenir vers le carré musulman. Sur la réhabilitation des voiries communales et la création de parkings, chaque année, on injecte, alors c'est une vitesse de croisière parce que chaque année, on a des projets qui sont différents, mais ça peut aller de 150, 200, 300, 400 000 € de travaux en termes de voirie et d'aménagement. Alors on nous dira toujours, parce que Vieux-Condé, c'est 43 km de voirie, donc c'est toujours compliqué, on ne peut pas refaire 40 km de voirie en une fois, c'est pas vrai, ça serait impossible à réaliser humainement et surtout financièrement. Donc au fur et à mesure, on avance, on a un état dégradé de certaines voiries, mais au fur et à mesure, on avance avec des projets. Donc sur ces projets, en 2018, il y a eu la rue Buffard et Kléber qui ont été aménagées. Alors moi, je l'appelle la rue Kléber, hein, parce que la rue Kléber, il y en a plusieurs. Donc la rue Kléber qui a été aménagée avec son petit carrefour hanté pour faciliter le stationnement de l'école maternelle du Rieux. C'est un montant de 48 000 €. Et on passe ensuite à la vitesse supérieure. C'est ce qu'attendaient les habitants de ce secteur, les papas, les mamans, les professeurs bien évidemment et l'inspection académique, c'est l'aménagement enfin d'un parking de stationnement, parce qu'avant c'était un carré de pelouse verte et 7 places de stationnement qui se battaient en duel. Donc un aménagement de parking qui va être créé donc dès cette année, hein, puisque là on parle du budget 2019, pour un montant de 300 000 €. C'est un montant qui est arrondi, mais on va tourner aux alentours des 300 000 €. Alors oui, bien sûr, à chaque fois, comme d'habitude, alors je me répète, mais on n'a pas attendu de voir ce que donnait une fin de non-recevoir d'un président de la République et les échanges entre un gouvernement et une population. Les réunions publiques, on les fait depuis 2014. Sur ce parking, on a entamé les réunions publiques depuis à peu près 2 ans.
Donc avec les habitants, avec l'entreprise qui fait le coin de la rue, de la petite ruelle qu'on a fait, avec bien sûr les professeurs des écoles, la directrice, les parents d'élèves, et on est parti donc sur un choix qui a été fait par les parents d'élèves. Ce choix, c'est donc une requalification complète. Pour ceux qui connaissent, l'aménagement vert va complètement disparaître et va laisser apparaître un parking réaménagé en sécurité, avec un dépose-minute, avec des places PMR, bien évidemment, pour les gens concernés, et puis pour les parents de déposer leurs enfants en toute sécurité et traverser aussi ce parking en toute sécurité. Il y aura les points d'éclairage, il y aura tout ce qui fonctionne, traçabilité au sol, et un chemin de couleurs différentes pour les enfants pour que ça soit un petit peu ludique, et des poteaux, puisqu'on a insisté fortement auprès des comités, des poteaux pour protéger les enfants, des poteaux de hauteur pour protéger les enfants en cas de choc de véhicule. Donc ça, c'est le premier parking, qui n'est pas des moindres, hein, c'est 300 000 € d'investissement. Le deuxième parking, qui lui est encore plus important, c'est l'extension du parking du 8 mai 45. Tout le monde connaît le parking du 8 mai 45. Pour ceux qui le pratiquent à pied, à cheval, en hélicoptère, en ce que vous voulez, vous commencez en schiste rouge et on finit par la pente à la sortie de l'école de musique. Donc concrètement, on est reparti sur un L. Donc le long du préau actuel, il y a du foncier qui était en cours de maîtrise. On en avait parlé au dernier conseil municipal. Donc concrètement, on a maîtrisé le long du foncier pour pouvoir faire ce retour en L qui va faire une continuité du parking. Donc non seulement on va refaire l'existant, mais on va le prolonger. Et là aussi, j'insiste, il y aura des fonds de parcelles de qualité, puisque les gens nous ont cédé leur fonds de parcelles. Il est normal qu'on leur retourne une qualité, parce qu'une vue sur un parking, pour quelqu'un qui habite là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc les fonds de parcelles seront requalifiés pour que les gens puissent faire, par exemple, leur barbecue calmement et tranquillement. Donc ce parking va être doublé. L'estimation est de 630 000 €. C'est un très gros investissement. Donc l'existant refait et l'extension du parking. On va approximativement, on n'a pas les chiffres définitifs, on va approximativement doubler la surface du parking actuel avec, je le précise, un bus qui va enfin pouvoir faire demi-tour en toute sécurité et en respectant les allées du parking. Puisqu'aujourd'hui, le bus, il fait un demi-tour un peu bizarre. Voilà. Donc là aussi, on a travaillé avec les gens du complexe sportif, avec le monde associatif, avec l'école de musique, avec le collège. D'ailleurs, les enfants sont dans un programme avec nous éducatif, puisqu'ils sont en train de travailler, donc le collège de Vieux-Condé avec le lycée et certainement notre ACI Ferronnerie, puisque c'est en cours, pour réaliser leur logo, puisqu'ils ont dessiné leur logo. Et on a souhaité que sur ce parking, il y ait une représentativité du collège avec ce logo. Donc les enfants sont aussi en train de travailler et on leur réservera un emplacement pour mettre leur petite stèle avec le logo dont on sera très fier du collège Jean Jaurès de Vieux-Condé. L'installation de la vidéosurveillance, le programme continue, il a été engagé en 2017, il continue en 2019 avec 60 000 € d'inscrits, c'est la vitesse de croisière, on est entre 55 et 60 000, donc c'est la troisième année consécutive. Les dernières vidéos installées sont sur l'aire de jeu qui se situe entre l'école maternelle Pierre Lemoine et l'école primaire Joliot-Curie, et qui surveille l'aire de jeu qu'on a dû repayer au moins 3 fois en termes de vandalisme, et qui va aussi accueillir un city-stade juste à côté, juste à la droite de l'aire de jeu, quand on la regarde en vue aérienne, quand on est côté Joliot-Curie. Donc, non seulement ce site sera requalifié, mais sera aussi surveillé à bon entendeur. Et Cité Taffin, oui aussi. On a aussi les caméras qui ont été installées pour surveiller ce qu'on appelle l'observatoire. C'est la passerelle qui a été mise face au Jard en bas à gauche de la Cité Taffin. La continuation des travaux de la création du CTM, c'est l'ancienne caserne des pompiers, pour ceux qui connaissent, derrière la place Vermèche. Donc on est dans l'année où on arrive aux travaux de sanitaire, d'électricité, de travaux d'intérieur. Donc c'est 65 000 €. C'est important parce que c'est pour nos agents, c'est pour leur confort. Aujourd'hui, les ateliers municipaux sont ce qu'ils sont. C'est aussi un héritage du patrimoine. Ça ressemble plus à Zola qu'à des ateliers municipaux. Donc demain, ils pourront avoir un CTM digne de ce nom, avec des normes, des vestiaires qui correspondent, et le respect des réglementations, commission, hygiène, sécurité, et j'en passe. Projet de salle de réception. Alors c'est un projet qui nous tient à cœur depuis que nous sommes élus. Donc j'ai une annonce à vous faire, puisque je ne pouvais pas la faire avant que ça soit déposé administrativement. Donc je vous annonce que Lidl a déposé jeudi 7, c'est-à-dire jeudi qui vient de passer, son permis de construire pour s'installer sur la zone avant d'Agrati, là où, en face du Bodega, il y a la pointe de l'îlot Gambetta d'Hervaux, là où vous allez avoir la pharmacie de 300 m² qui va s'installer. Donc concrètement, on va avoir un Lidl dernière génération. On communiquera bien évidemment en termes de plan,
en termes d'implantation plus précisément, mais le permis de construire vient de tomber jeudi dernier. Donc concrètement, je vous annonce donc le déménagement du Lidl. C'est un signe de bonne santé et de vitalité. Pourquoi? Parce que Lidl actuel, à son emplacement actuel, n'a plus de place et ne peut plus s'agrandir pour des raisons de voirie, le Jard qui est juste à côté, l'Escaut de l'autre côté. Et puis surtout, ça donne un poumon et un élément fort sur le PNR4, la requalification des quartiers anciens dégradés, puisque je vous rappelle qu'il y a 900 mètres carrés de cellules commerciales qui vont venir se joindre. Si on n'a pas un poumon de commerce de proximité avec ce type d'enseigne, on ne peut pas faire vivre du commerce local. Donc bien sûr, nous avons eu de longues discussions avec Lidl, on n'a pas pu en parler, ça nous a frustrés pendant des mois, même plus d'un an pour moi, mais enfin on peut l'annoncer puisque c'est officiel, c'est public, ils ont déposé leur permis de construire. Donc c'est un agrandissement assez important qui sera aussi générateur d'emplois, mais on reviendra vers vous avec un plan de communication qui appartient à Lidl, hein. Ce n'est pas une opération ville, mais c'est une opération où on va les accompagner pour une raison simple, c'est que nous sommes en train, puisque quand une enseigne comme celle-là déménage, elle dépend de ce qu'on appelle une CDAC, c'est une commission départementale qui valide ou pas ce déménagement, c'est purement réglementaire, hein, elle a le droit de le refuser. Et pour que ce déménagement soit validé, il faut ce qu'on appelle un ticket de sortie, c'est-à-dire que le Lidl actuel, il est hors de question, bien évidemment, que ça devienne une friche. On l'a malheureusement déjà vécu dans d'autres communes où on s'est retrouvé avec des zones qui n'étaient plus occupées et très rapidement délabrées, abîmées, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, la boucle est bouclée puisque le site PNR4, c'est l'ancien Lidl. Donc c'est quelque part un retour aux sources. Je précise aussi une chose que je peux annoncer d'ores et déjà, puisque forcément, en tant qu'adjoint aux travaux, j'ai jeté un coup d'œil au permis de construire, c'est que ce sera l'un des seuls Lidl qui sera dans les mêmes teintes. Alors c'est les Lidl de dernière génération, hein, comme on voit à Saint-Amand, j'ai plus les autres noms des communes, mais c'est les Lidl de dernière génération. À la seule différence, c'est qu'il aura une teinte, un râle, une couleur qui suivra le PNR4 et l'ensemble de nos bâtiments privés, publics, de cette couleur qui nous tient tant à cœur, de la brique rouge, de la tuile. Voilà, donc ça va. C'est une intégration dans le site, c'est pas un bâtiment brut de décoffrage comme on faisait avant. Je pense que c'est très important sur ce site qui est en pleine requalification. Oui, 1400 mètres carrés au lieu de 900, je crois, à peu près, environ aujourd'hui, un peu moins de 1000. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et donc sur le ticket de sortie, la ville est en discussion, c'est des discussions qui sont âpres, mais ça fait partie du jeu, avec Lidl, sur la possibilité pour nous d'acquérir ou de louer, puisqu'on est sur deux versions. On est sur deux montages qui sont complètement différents l'un de l'autre et sur lesquels on ne s'est pas posé aujourd'hui. Donc bien sûr, on se posera en temps et en heure et ça reviendra au débat bien évidemment ici. Concrètement, c'est quoi? C'est que quand vous allez à Lidl aujourd'hui à Vieux-Condé, en entrée de ville, vous remarquez une chose très importante. D'abord, sa situation en entrée de ville, intéressante, le long de la départementale, un peu plus loin des habitations, même si on en a à proximité, avec un parking. Et puis surtout, quand vous rentrez dans le magasin, vous remarquerez que vous n'avez pas de poteaux, vous n'avez pas de structures porteuses qui sont en plein milieu du magasin. C'est ce qu'on appelle des ossatures béton, dites traditionnelles en U, qui tiennent ce bâtiment. Ce bâtiment n'est pas vieux, il a été rénové il y a peu de temps, il y a moins d'une dizaine d'années, par Lidl eux-mêmes. L'objectif, c'est de partir de ce bâtiment, c'est-à-dire qu'on garde que le clos et le couvert, hein, concrètement, son parking, son emballage, on peut dire ça comme ça, sa situation, et de le transformer, de le requalifier à notre image en salle des fêtes. Alors je vais dire salle des fêtes parce que ça va parler à tout le monde. On peut dire salle de réception, on peut l'appeler comme on veut. L'objectif, c'est qu'enfin, à Vieux-Condé, on puisse avoir une vraie salle où les gens peuvent non seulement se marier à l'hôtel de ville, mais faire leur repas, pas à l'hôtel de ville, mais sur la commune de Vieux-Condé, ne plus partir dans des autres communes. Ça sera aussi un lieu qui permettra au monde associatif de se l'accaparer dans tous les sens du terme, non pas sportif, puisqu'on a l'avantage d'avoir déjà un complexe sportif et déjà des équipements aussi sur la Solitude Hermitage. Et donc, de libérer aussi les bâtiments qui aujourd'hui servent, par exemple, à des lotos, des bals, des concerts et des choses comme ça, pour avoir un vrai bâtiment dédié à la culture, dans le sens large du terme, et la réappropriation pour les habitants, mais aussi n'importe qui souhaiterait l'utiliser. Donc ça va ressembler à une salle des fêtes comme on a dans toutes les communes, à part qu'à Vieux-Condé, on n'en a plus depuis très longtemps. Le seul vestige qui restait, c'était l'espace Boris Vian et l'école de musique, mais avec son très petit, et l'espace Boris Vian qui était délabré et qui a été emporté dans la requalification urbaine. Donc c'est très important, monsieur le maire, parce que c'est un de nos engagements depuis 2014. C'est le seul qui restait à réaliser, en effet. On était inquiet par rapport à ça, parce que Lidl pouvait aussi partir,
Clairement, si Lidl n'avait pas d'autres objectifs, ils partaient tout simplement de notre commune, hein, ils allaient faire leur chiffre d'affaires ailleurs. Donc non seulement on les garde avec nous et on en est très heureux, on doit remercier aussi Agrati, parce qu'Agrati a joué un rôle très important, c'est-à-dire qu'ils ont cédé une partie du terrain pour regagner un parking à l'arrière, hein. Tout ça, ce sont des engagements. Bien évidemment, je remercie les services de la ville, parce que je sais qu'il y en a un paquet qui ont passé les nuits blanches. Et puis je remercie à l'avance, je vais le faire un petit peu comme ça à Valenciennes Métropole, puisqu'on va avoir besoin d'eux sur un petit morceau de requalification. Mais je fais confiance à l'aglo pour avoir un regard bienveillant. Donc voilà, l'objectif, c'est la transformation du Lidl actuel en salle des fêtes. Alors, c'est un investissement de plus d'1,5 million de transformation. On ne parle pas de construction de bâtiments, c'est-à-dire qu'on va garder le dur aujourd'hui et on va y rajouter approximativement, puisque bien évidemment dans le débat d'orientation budgétaire, on doit donner une enveloppe. Aujourd'hui, l'estimation, c'est 1,5 million. On va rentrer dans une phase d'étude. Il y a l'étude acoustique, le système scénique. Bref, il faut y voir une vraie salle des fêtes. N'y voyez pas, ça sera une salle, comme on disait dans le temps, polyvalente. N'y voyez pas une salle de sport, puisque les équipements sportifs répondent aux besoins des habitants. Mais en termes de salle des fêtes aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'y répondre et c'est quand même bien dommage. Donc enfin, on pourra le faire. En termes de calendrier, c'est d'abord Lidl qui doit faire son calendrier avec la CDAC, donc la partie réglementaire. Le permis de construire, c'est une instruction de 5 mois. La CDAC, c'est une instruction qui est en parallèle. On pourrait imaginer que d'ici 12 à 18 mois, il leur faut 6-7 mois pour construire un Lidl. 12 à 18 mois, ce Lidl soit donc posé sur son nouveau socle à la pointe du PNR-CAD et que nous, du coup, en parallèle, et pendant cette période-là, on puisse travailler sur la finalité de l'opération du Lidl existant. Donc voilà, on va rentrer dans une phase qui est déjà en cours, de discussion, mais surtout d'études pour voir où on va, ce qu'on en fait, comment on le transforme. L'objectif, c'est d'y faire des spectacles, par exemple, une communion, un mariage, la location pour une entreprise qui souhaite faire un repas annuel ou je ne sais quoi d'autre, notre monde associatif, je préférerais avoir des lotos à cet endroit-là que dans une salle des fêtes, pour des raisons évidentes, salle de sport, pardon. Un système scénique digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on puisse avoir quelque chose qui soit fixe et définitif, voilà, des gradins peut-être rétractables, bref, et un système aussi de cuisine qui permettrait de mettre à disposition à une famille jusqu'à la possibilité de se servir de ces cuisines. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Lidl est un vrai partenaire et je tenais à le saluer parce que ils n'avaient pas besoin de nous, hein, ils auraient pu nous dire ciao bye et puis ouvrir ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin d'une étape importante. On reviendra vers vous en termes d'information et Monsieur le maire sera invité, je n'ai pas la date pour l'instant hein, parce qu'on est en discussion, mais dans les prochains mois, à signer un accord de principe sur la sortie du Lidl. Oui, on présentera bien sûr à la commission départementale, puisque c'est nous qui saisissons la commission départementale. On défendra bien évidemment le dossier d'installation et le dossier de sortie qui sera une confirmation pour la CDAC, puisque c'est une ville qui gérera le bâtiment, que ce soit à l'achat ou à la prise d'usage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dans la série des opérations privées, un petit clin d'œil aux 4 kinés et à l'orthophoniste, puisque je vous en avais parlé. En face du cimetière, nous avons déjà des travaux qui sont en cours sur la clinique vétérinaire. Nous allons avoir sur l'autre parcelle, on se posait la question, ça y est, les 4 kinés ont signé la vente, enfin l'acquisition pour eux et la vente pour nous de cette deuxième parcelle avec l'installation de 4 kinés et un orthophoniste. Je reviens sur les investissements divers. On a un montant forfaitaire chaque année, hein, ce n'est pas spécifique à cette année, qui ne sont pas liés au grand projet, mais toujours en investissement sur le mobilier, le matériel, le renouvellement informatique, électrique, etc. Donc ce budget pour cet exercice est de 300 000 €. C'est à peu près la même somme chaque année. C'est un peu le fourre-tout en investissement, c'est tout ce qu'on ne peut pas lister dans les grands projets et qu'on met à l'intérieur de ces 300 000 €. Alors une cession aussi immobilière avec une promesse de vente qui a dû être signée 527 fois. C'est le 110 rue Jean Jaurès, qu'on a dû voir passer au moins 3 fois, je crois. Donc voilà, donc c'est de nouveau une promesse de vente qui a été signée pour cet immeuble, au prix de 50 000 €. J'espère que ça sera la dernière. Eh bien écoutez, s'il revient, il a tellement de succès qu'on le remettra à la vente de nouveau. Concernant le PNR-CAD, l'îlot Gambetta d'Hervaux continue à évoluer. Sa construction, vous l'avez en direct, hein. Mieux que personne comme témoin, c'est d'avoir, quand on arrive sur Vieux-Condé, des grues, et c'est encore une fois un signe de bonne santé. Donc cet îlot Gambetta d'Hervaux avec son PNR4, j'en ai parlé, est à la fin de sa phase 1 en rez-de-chaussée et commence son R+1. Les travaux de la rue Gambetta, qui restera en sens unique comme elle est aujourd'hui, puisqu'elle a un bon retour des habitants, commenceront début mai. Ça veut dire que début mai, la rue Gambetta sera fermée.
Petite précision, juste après les turbulences, pour ne pas gêner la manifestation des turbulences. Donc la semaine qui suit, je crois, de mémoire. Et alors, ça ne sera pas fermé complètement, mais dans certaines journées, ça sera fermé en partie pour faire la partie gauche ou la partie droite. Je rappelle que la requalification de la rue Gambetta est nécessaire pour être à la bonne hauteur des commerces qui sont construits, pour avoir une question d'accessibilité. Si les commerces ne sont pas accessibles, les commerces ne pourront pas ouvrir. Donc les voiries doivent être engagées assez rapidement. L'objectif de cette phase 1 et de ces cellules, c'est d'être livrés à la fin de l'année, y compris les logements qui sont au-dessus. Donc les R+2. Bellurier, centre-ville, donc c'est là où vous avez la petite place Jeanne d'Arc, l'école maternelle, si vous préférez, du centre-ville, ça parle à tout le monde. Et le bas de la place, vous l'avez vu, nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont maîtrisés. Nous avons eu une réunion avec les parents d'élèves, avec Jean-François, vendredi dernier, où on leur a présenté aussi ce qu'on avait en programmation d'extension de cette école. C'est toujours dans les tuyaux. Alors il ne faut pas se leurrer, hein, on n'est pas, encore une fois, c'est des années de travail, et là c'est des années de travail qui sont devant, pas derrière. C'est sur les prochaines années. L'objectif, c'est d'ajuster la programmation avec Valenciennes Métropole, puisque Valenciennes Métropole nous a annoncé qu'il nous accordait une étude de programmation sur plusieurs années pour voir quelles étaient les capacités de requalification du centre-ville. Ça inclut aussi la place de Vieux-Condé. Oui, et le petit parterre devant la mairie. Bellurier, entrée de ville, tout le monde connaît maintenant, c'est là où ça a été rasé, c'est devant la cité Taffin. Là, je vous annonce que SIGH va commencer ses travaux, ici, à la fin du semestre. Alors, je ne sais plus, je crois que la date, c'est au mois de mai, il me semble, mai ou juin. C'est 13 logements neufs, donc 10 collectifs dans le nouveau bâtiment qui va être construit. 3 individuels côté Zola, c'est-à-dire côté Jarre, si vous préférez. Et puis côté Bellurier, de la requalification de logements qui sont réhabilités. C'est ceux qui sont dans le prolongement du marchand de légumes. Voilà, ils ont une signature particulière, on a souhaité les garder. Dans les budgets et les programmations, nous avons aussi le déficit de l'opération commerciale de l'EPARECA. Donc c'est quoi un déficit ? Alors ça fait des mots et ça peut faire peur. Quand on requalifie un milieu urbain, on a forcément un déficit. Sinon, personne n'irait pour injecter les fonds nécessaires pour faire rebondir ce quartier. Je parle de Gambetta d'Hervaux. Et c'est pour ça que les PARECA nous accompagnent, et Valenciennes Métropole aussi, parce que sans ça, on ne pourrait pas le faire. Les PARECA, c'est l'organisme qui va louer les commerces au rez-de-chaussée aux futurs commerçants. Donc les PARECA achètent le rez-de-chaussée à Parthénor et le met en location sous forme de baux auprès des commerçants qui le souhaitent. Donc c'était prise en charge à hauteur de 50% pour chacune des parties. Le reste à charge pour nous, c'est 75 000 € qui sont répartis entre 2016 et 2020, puisque ce sont les programmations commerciales. L'acquisition d'une cellule commerciale, ça a été signé, 92 mètres carrés, au lieu des 80 mètres carrés au départ. C'est l'installation de la police municipale sur cet îlot, toujours. Donc au début de l'îlot, quand vous avez l'église dans le dos, la première cellule à gauche. Donc forcément, nous avons préféré l'acheter. Donc c'est un coût de 220 000 €. Donc la police municipale va déménager de l'endroit où elle est à la bibliothèque. Bien évidemment, oui, bien sûr. Concrètement, aujourd'hui, la police municipale est sur tous les secteurs, mais tout va être plus adapté, on va dire, en termes d'accueil auprès de la population et aussi en termes de réglementation. La modernisation de l'éclairage public, nous sommes à la 3e année d'investissement, 2019. C'est un marché à performance énergétique. Notre enjeu, ça a été là aussi, sur les 3 dernières années, d'injecter beaucoup et rapidement, vitesse de croisière entre 300 et 400 000 €. Pourquoi ? Parce que plus vite on remplace les lampes qui sont au sodium, par exemple, aujourd'hui, et qui nous coûtent une fortune, par un éclairage à LED, plus vite on fait une économie. Donc le jeu, c'est d'injecter vite pour amortir plus rapidement. Ensuite, on sera dans une vitesse de croisière de 50 000 – 60 000 € de mémoire sur l'entretien plus classique. Donc c'est la 3e année avec un investissement important. Déjà constaté une économie de l'ordre de 30 000 € je crois. Sur les consommations. Sur les consommes. Un peu plus de 30 000 € par an sur les consommations. Oui, bien sûr. L'installation d'un bâtiment, d'un second pôle de restauration scolaire, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc ce pôle de restauration scolaire, l'inscription est de 700 000 €, le coût prévisionnel des travaux, TTC. C'est pour une ouverture en septembre 2019. Alors beaucoup de gens me disent, mais pourquoi il n'y a pas de travaux, là, il n'y a pas de chantier actuellement. Donc c'est là où vous avez les arbres qui ont été coupés. Donc sachez que c'est un bâtiment qui est préconçu
en usine et qui arrivent posés, branchés, etc., mécanisés avec tous les équipements, puisqu'en dehors de ces 700 000 euros, il faut bien sûr acheter les tables, les chaises et le matériel de cuisine. C'est un équipement qui donc ouvrira en septembre 2019, qui accueillera 130 enfants en 2 services. Aujourd'hui, je l'ai dit et maintes fois répété, il est anormal qu'on ait plus de 600 enfants, je dis bien plus de 600 enfants qui mangent au lance-pierre dans nos cantines, dans notre cantine scolaire, parce qu'on n'en a qu'une, en gros, en un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, c'est juste inadmissible. Et on remercie, oui, l'APEI du Valenciennois qui nous a aidé à délester ce service très tendu et qui a permis aussi une rencontre sociale avec le monde du handicap. Et d'ailleurs, les enfants souhaitent continuer à manger là, même si le 2e pôle de restauration scolaire va s'ouvrir. Voilà, donc c'est aussi des belles rencontres et des belles aventures. Donc c'est 700 000 euros d'investissement. L'objectif, c'est ouverture septembre et c'est pour, bien évidemment, accueillir les enfants de Joliot-Curie, de l'école Pierre-Lemoine et de l'école du Mont-de-Pérouet. Puisqu'on parle du Loup, l'école du Mont-de-Pérouet, c'est l'un des plus gros investissements de cette mandature, 4 400 000 euros TTC. La démolition a commencé, vous l'avez vu, sur l'aile gauche. L'objectif, c'est que chaque septembre, on ait une phase de réception. Par exemple, septembre 2019, nous allons accueillir les 4 classes là où on a démoli, on reconstruit. Pendant ce temps-là, l'école primaire continue à rester. Et ces 4 classes, on transfère les enfants directement dans leur classe définitive. Il est hors de question pour nous, sauf incident indépendant de notre volonté, mais il est hors de question pour nous de déménager nos gamins dans des préfabriqués et après de les amener dans les classes définitives. Ce qu'on veut, c'est qu'ils passent du 19e au 21e siècle. Excusez-moi du constat, mais c'est ce qu'on a fait quand on est arrivé ici. Donc la volonté, c'est de les transférer en septembre 2019. Ensuite, on passera à la phase démolition du corps principal, là où étaient les enfants avant, pour construire la suite, et donc le sens de l'accueil, et puis ensuite l'école maternelle. Et la troisième phase, sera la démolition de l'école maternelle existante, parce qu'elle n'est pas tout à fait au même endroit. Donc à chaque phase, on aura une rentrée scolaire. Septembre, ici, 2019, c'est la rentrée des primaires à 4 classes. Classes adaptées à la loi Macron, hein, je précise aussi, c'est important. Et le dédoublement des classes, et en septembre 2020, les maternelles. Petite précision là-dessus, nous avons une demande de DETR, donc je fais vite, mais c'est une demande d'aide de l'État, une subvention de l'État, la DETR 2019, donc nous avons déposé un dossier. Nous sommes sur des tranches, puisque l'État ne finance plus sur un projet global. Ils ont trouvé une autre solution, c'est de prendre le projet global de 4 millions, et avant on nous disait vous avez droit entre 20 et 40%, mais maintenant ils vous disent c'est par tranche d'1 million. Donc voilà, ils laissent le même pourcentage, mais ils vous disent c'est plus sur la totalité des travaux, mais sur une tranche d'1 million. Donc par exemple, si on avait eu les 4 millions éligibles à une DETR, à 20%, on aurait touché 800 000 euros. Aujourd'hui, si on a une DETR éligible à 20%, on touchera 200 000 euros parce que c'est une tranche maximum d'1 million. Merci, spéciale dédicace au gouvernement et à la façon dont on nous fait à l'envers la méthodologie et la disparition de la subvention automatisée qui, quand même, pour une école est indispensable. Donc nous attendons avec espoir une subvention sur une tranche d'1 million d'euros, entre 20 et 40%. On devrait avoir l'annonce, monsieur le maire, avant le vote du budget définitif qui se fera en avril. Et puis, je souligne aussi le FSIC, le Fonds de soutien aux investissements communaux de Valenciennes Métropole, puisque lui, au moins, c'est confirmé, c'est acté et c'est bloqué. Sur les 4,4 millions viendront se déduire très exactement 817 588 euros de financement par le Fonds de soutien intercommunal aux investissements communaux. Voilà bien. Ce que je pouvais vous dire. Désolé d'avoir été long, mais c'est quand même... il y a beaucoup de travail. Je vois que comme tu es parti, tu as encore quelque chose sous le pied. C'est pas possible. Alors, le petit sourire comme ça, je le connais bien, hein, c'est moi qui l'ai fait. J'ai un courrier qui est daté du 11 mars, nous sommes le 12, qui est signé de M. Laurent Degallet, président de Valenciennes Métropole. Alors je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'appeler les gens concernés parce que je l'ai eu là tout à l'heure avant le début de la réunion. Donc je vous lis la lettre. L'objet, c'est le dojo de Vieux-Condé. J'en connais 2 ou 3 quand ils verront la vidéo qui vont frissonner. Monsieur le maire, donc tout le dojo. C'est monsieur... Non, nous avons à plusieurs reprises
sensibiliser Valenciennes Métropole, je vous rappelle, qui est propriétaire du dojo. C'est un bâtiment intercommunal qui accueille à peu près un tiers de population vieux-condéenne et 2 tiers de population intercommunale, ce qui est sa fonction et ce qui est tout à fait normal. Donc nous avons à plusieurs reprises sensibilisé le président de Valenciennes Métropole et nous avons reçu un courrier qui date du 11, donc d'hier. L'objet, c'est le dojo. Je vous le lis comme il est présent. Monsieur le maire, faisant suite à votre courrier en date du 29 octobre 2018, ainsi qu'à nos différents échanges au cours de ces derniers mois concernant le dojo intercommunal, je tenais à vous apporter les éléments suivants. Sachant que cet équipement date de 2007, donc il a un petit peu plus de 10 ans, il apparaît logique et nécessaire qu'une étude soit réalisée, permettant ainsi de bien vérifier le fonctionnement et l'entretien du dojo. C'est pourquoi j'ai demandé à mes services, bien sûr, et au vice-président au sport, c'est M. Soigneux, Joël. le vice-président Joël, de travailler conjointement avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, la traduction de ce courrier, c'est ce qu'attendent beaucoup de gens, c'est l'étude d'une extension du dojo, puisqu'on a une partie foncière à l'arrière sur le complexe sportif du côté du terrain synthétique, qui, quand on regarde en vue aérienne, on voit que le dojo n'est pas tout à fait en carré, il est en L, et il reste une partie foncière disponible. Alors pour avoir rencontré souvent le président et puis le grand chef, en l'occurrence Giovanni, je pense à Guillaume mais à Giovanni aussi, voilà, je suis très heureux, je suis désolé de l'annoncer comme ça parce qu'ils vont le voir par une vidéo, mais je les appellerai après. Mais voilà, concrètement c'est un sujet important, on a pratiquement 2000 adhérents. C'est une perle, c'est un diamant. Il est hors de question de le laisser comme il est aujourd'hui. Alors, il est dans un bon état, mais concrètement, on va commencer à pouvoir pousser les murs parce qu'il a un succès énorme. Donc, la volonté, c'est d'abord de faire cette étude qui va permettre de faire un constat et puis de ce constat, de partir sur une opération. C'est un sujet très important qui tient à cœur, je pense, beaucoup de vieux condéens qui pratiquent du sport. L'estimation Aujourd'hui, je ne peux pas donner d'estimation, c'est difficile, mais ça ne sera pas une petite somme puisqu'on part sur une extension. Donc forcément, on va essayer d'augmenter d'à peu près un tiers sa surface. On demandera à Jean-Louis Borloo. Mais je sais que tu as encore quelque chose sous le pied parce qu'entre les midis, on n'a pas eu le temps de manger. Pour l'instant, j'ai tout dit. Après, j'ai 2 autres sujets. Non, entre les midis. Aujourd'hui. Je ne sais plus. Aide-moi, je ne sais plus. Il ne sait plus. Bien. Vous avez entendu que mon adjoint aux travaux, qui est distrait, vous a dit que les kinés allaient venir, ainsi qu'une aide-moi toi, une linguiste. Orthophoniste. Non, orthophoniste. Une logopède. Une orthophoniste. C'est un mot cochon. Eh bien, on a signé, entre les midis, l'acquisition du terrain. Oui, mais si je l'ai dit, monsieur. Non, qu'ils allaient s'installer. Ils vont s'installer, mais avant, ils ont signé. Ah oui, pardon. Ça y est, c'est fait maintenant. Oui. Ils ont fait l'acquisition du terrain. Et ils ont jusque décembre de cette année pour fournir les différents documents. Mais le dossier est déjà complet. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le ciment. Oui. Il n'y a plus rien à dire? Non, oh, la petite cerise sur le gâteau, peut-être, oui, c'est vrai. On ne peut pas donner son nom tout de suite, mais quand même, c'est important, l'arrivée d'une nouvelle dentiste, qui n'est pas sur le site PNR4, qui est ailleurs. Comme tu vas faire grincer les dents à certaines personnes. Près des 4 chemins, voilà ce que je peux vous dire aussi. Et puis la dernière, allez, pour la route, c'est les feux tricolores intelligents qui vont réguler la vitesse sur le quartier Solitude Hermitage, à hauteur de l'église Sainte-Thérèse, puisque je sais que beaucoup d'habitants les attendent avec impatience. Donc là aussi, ça sera une opération qui sera faite cette année. C'est un investissement d'environ 80 000 €. Merci. Eh bien, c'est le moment de parler de l'endettement. Donc, je vais passer la parole à monsieur l'adjoint aux finances. C'est moi. Alors, vous savez qu'on a pris une option forte avec une volonté politique affirmée de la continuité du service public. En effet, le foyer logement-restaurant, qu'on me dit que le LFR n'existe plus, mais c'est connu comme ça dans Vieux-Condé, c'est comme Dervaux, Simca, voilà, c'est ainsi. On en a fait l'acquisition. Pourquoi on en a fait l'acquisition? Parce que ce bâtiment d'une valeur de 5 millions est un bâtiment tout neuf, donc qui est toujours sous l'effet de la garantie décennale et qui a bénéficié d'un prêt auprès de la Caisse et Dépôts à un taux tout à fait bas, exceptionnel. Ce sont des enveloppes qui sont comme ça émises pour certaines constructions. Donc nous en avons profité. Je tiens à préciser que c'est un emprunt qui est tout à fait particulier. À contrario de ce que David vient de dire sur une école, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'investissement. Par contre, sur le foyer logement-restaurant, les gens qui vont loger à l'intérieur de ce bâtiment vont payer, comme tout à chacun, un loyer
Et là, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une recette qui rentre mensuellement. Et nous avons obtenu, on a continué d'ailleurs, à avoir le paiement pour ceux qui y ont droit, les résidents qui y ont droit, à l'allocation logement entre nos mains. Hein, tout à fait. Donc, pour l'acquisition de la résidence d'autonomie Carrefour de l'Amitié, c'est exactement 5 049 272 €, soit un encours au niveau de l'emprunt, soit un encours de la dette au 1er janvier de 10 942 672 € et de 5 893 400 pour la résidence d'autonomie, soit 1044,95 € par habitant, y compris l'emprunt de la résidence d'autonomie, et de 78 par habitant hors emprunt de la résidence d'économie, alors que la moyenne de la strate c'est quoi? C'est les différentes villes des 36 000 communes, entre 10 et 19 000 habitants, où eux, ils sont à la strate, la moyenne est à 893 € an. Ok? C'est bon? Je n'ai pas bégayé dans mes chiffres, c'est bien. Ensuite, une information, la collectivité, mais ça c'est vieux comme mes robes, n'a pas d'emprunt toxique. Hein. Il n'y a pas eu d'emprunt toxique là-dessus. Tout ça, c'est la répétition, hein, je m'en excuse pour les amis, de ce qu'on a abordé en commission de finances. Donc j'en arrive, pour conclure ces informations du ROB, sur les besoins de financement. Vous avez entendu tous ces programmes que David nous a lus, toutes ces surprises de dernière minute, qui sont des heureuses surprises, le calcul de besoins de financement. Ce n'est pas le tout de lancer des opérations. Il faut d'abord avoir la capacité d'autofinancement et la capacité de remboursement des annuités d'emprunt et leur intérêt, tout en sachant que les intérêts viennent polluer notre budget de fonctionnement, parce que c'est là-dessus que c'est grévé. Donc, pour ce calcul de fonctionnement, pour l'année 2019, nous ferons, sous réserve des subventions de la DETR, comme David disait, qui pourraient atteindre entre 20 et 40% sur les tranches, en particulier la première tranche. Donc, hors ces subventions, parce que je me plais souvent à dire subventions piège à con, nous aurions besoin de 2 900 000 € de prêts à ce jour. Il n'est pas certain, Madame Watley, je parle sous couvert, que nous allons emprunter la totalité de cette somme sur l'exercice 2019. On entend d'avoir ces subventions. La DETR, c'est quand même quelque chose d'important sur cette première tranche d'1 million. Voilà ce qui fait... Et à la fin, on s'est permis de mettre en page 21 le lexite de tous les onomatopées que nous avons malheureusement dû employer au cours de cette discussion. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui clôture le ROB. Je vous rappelle que ce document, donc, est un document officiel qui sera transmis au préfet du département ainsi qu'à M. Laurent de Gallet, président de l'agglo de Valenciennes. Maintenant, donc, on va passer au vote sur le fait que nous avons eu cette explication. D'accord ? Sachant que le débat en commission de finances et les différentes commissions de travaux et tout ça a été fait. Donc, je vous demanderai de bien vouloir, si vous le voulez bien sûr, l'approuver. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, comme il ne pas, je vous remercie. Ensuite, on va continuer, parce que j'ai foutu tous mes papiers dans n'importe quel ordre. Je crois qu'on est au point recrutement. Donc, ressources humaines. Madame Di Cristina, c'est ça, c'est le recrutement pour la... C'est ça. Non, point rémunération du personnel sans saisonnier. D'abord, la rémunération. Madame Caroline, ça fait... Alors, comme chaque année, nous recrutons du personnel pour les ACM d'été. Donc, rémunération du personnel saisonnier dans le cadre des ACM. Donc, dans le cadre du recrutement de ce personnel saisonnier, il y a lieu de mettre à jour la délibération sur les indices de rémunération.
Bien, c'est C'est du récurrent. rituel Hein. chaque année. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette show. Recrutement de personnel maintenant. Alors, recrutement de personnel, donc c'est pour l'ACM du 8 juillet au 26 juillet. 18 adjoints d'animation à temps complet, 2 adjoints techniques à temps non complet pour le restaurant scolaire. Et du 29 juillet au 16 août, 12 adjoints d'animation à temps complet, 1 adjoint technique à temps non complet au restaurant scolaire. Donc là, c'est afin d'accueillir les enfants fréquentant le centre de loisirs de cet été. Il est nécessaire de mettre en place une équipe pédagogique d'animateurs saisonniers et aussi pour permettre à l'équipe de restauration de prendre ses congés et d'assurer l'accueil des enfants de l'ACM de juillet et de août. Il est nécessaire donc de recruter le nombre de postes que je vous ai cités. Bien. Y a-t-il des... C'est pas le tout de les payer, il faut les recruter aussi. Hein. Il faut d'abord les recruter, d'ailleurs. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. En ce qui concerne la police municipale, c'est sous l'autorité du maire, donc je vais vous dire ce que la police municipale nous demande. Toujours une formation continue, c'est-à-dire une mise à niveau, parce qu'il n'y a pas que l'aspect répressif, il y a le droit, il y a tout ça, les nouvelles, et puis il semblerait que la police municipale va maintenant avoir un élargissement de sa compétence avec pouvoir aller un peu plus loin dans cette verbalisation et dans la recherche. Donc là, on va vraiment avoir un poids important. Donc, compétences, par exemple, dans le transport en commun, rôle de police dans l'organisation des manifestations publiques, qui sont importants. Aussi sur l'organisation de manifestations publiques. Ce n'est pas forcément les gilets jaunes, tout le monde pense à ça, mais ça peut être une manifestation cycliste ou autre. D'ailleurs, je passerai la parole à la fin à Serge, tu me feras coucou signe. Ensuite, formation aux bâtons de défense. Vous savez qu'ils ont leur bâton de défense aussi. Là, c'est moins marrant parce qu'en ce moment, c'est d'actualité. Non, ils ne vont pas tirer... Non, ils vont faire une formation gazeuse. Une formation gazeuse. Autrement dit, c'est une mise à niveau qui leur permet d'avoir leur approbation. Attends. Alors, on fait une méchante réflexion. On va voter pour le recrutement d'abord du personnel. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Caro l'a précisé, on viendra sur le chiffre en fonction de ce qui sera inscrit comme enfant. Sur la police municipale, vous avez intérêt à dire oui, sinon je vais donner les noms. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'avis contraire? Je vous remercie. Ensuite, formation de service civique. Alors, Madame Di Cristina. Formation de service civique a été abordée à plusieurs reprises lors des précédents conseils municipaux. La collectivité se doit de former les jeunes engagés en contrat civique en matière de formation civique et citoyenne, comprenant un volet pratique et un volet théorique. Donc, dans ce cas précis, cette formation concerne le volet théorique pour 2 jeunes services civiques affectés à la bibliothèque municipale. Celle-ci s'intitule « Repérer, comprendre et lutter contre les discriminations, notamment entre les hommes et les femmes ». Donc, cette formation est d'une durée de 2 jours et elle a un coût donc de 200 €. Oui, déjà l'année passée, on avait fait exactement la même chose. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour les tchos. Et maintenant, formation CHSCT. Alors, la formation CHSCT, suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été installé. Donc, les membres de ce comité doivent bénéficier d'une formation en matière d'hygiène et de sécurité d'une durée minimale de 5 jours. Donc, pour votre complète information, les objectifs de celle-ci sont repris dans la délibération. Donc, cette formation sera donc pour 10 personnes, sera réalisée par la CCI des Hauts-de-France pour un coût total de 5 750 €. C'est eux qui se déplacent ou ils viennent? Donc, c'est nous qu'on... Voilà, c'est en intra ici. En intra? Voilà. Donc, c'est préférable, comme ça, il y a possibilité de se déplacer dans nos bâtiments avec le formateur pour pouvoir constater nos problèmes au niveau CHSCT. Ok, bon, ben ça c'est une bonne nouvelle parce que quand il faut se déplacer comme ça crée des machins, des problèmes et financiers et de transport.
Donc là-dessus, bien évidemment, je pense que tout le monde est OK. Pour ceux qui font partie du CHSCT, bien sûr, les élus, ils connaissent. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, point 6, alors, la filière sociale du 1er février 2019. Alors, cette délibération est par rapport à la réforme PPCR, donc parcours professionnel, carrière et rémunération. Donc, à compter du 1er février 2019, le nouveau cadre emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relève de la catégorie A et est structuré en 2 grades. Éducateur de jeunes enfants composé de 2 classes, éducateur de jeunes enfants de seconde classe et éducateur de jeunes enfants de première classe. Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. Donc, le décret prévoit également les modalités d'intégration des éducateurs territoriaux de jeunes enfants de cadre B dans le nouveau cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants de catégorie A à compter du 1er février 2019. D'où l'importance de le passer aujourd'hui. Bien, donc comme vous pouvez le constater, à chaque fois, on a du personnel communal et chacun, à l'intérieur de ça, il y a des filières. Il y a des filières pour la musique, il y a des filières pour la bibliothèque, pour la culture. Là, c'est une filière sociale. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux. Merci. Alors, ça recommence, Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, merci. C'est un avenant numéro 3 à la convention PNR-CAD. On en parle souvent. Il faut savoir que le PNR-CAD, c'est un ensemble de sites, pas obligatoirement sur Vieux-Condé. Il y a d'autres communes de Valenciennes Métropole qui sont concernées. Donc l'objectif à chaque fois, c'est que dès que ça bouge, on fait un avenant. Alors, on n'est pas concerné, mais je voulais quand même sensibiliser sur les déséquilibres avec un certain nombre de choix qui viennent gréver les projets, et notamment des choix de politique nationale. Cet avenant numéro 4, l'objet de cet avenant, c'est de prolonger la limite d'engagement des subventions de l'ANRU. L'ANRU, c'est, excusez-moi, je suis fatigué, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui finance ces requalifications de quartiers anciens dégradés. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu des désengagements. Alors quand je dis nous, c'est au sein de Valenciennes Métropole, ce n'est pas au sein de la ville de Vieux-Condé, puisqu'à Vieux-Condé, nous avons la chance de n'avoir eu aucun désengagement. C'est-à-dire que SIGH, qui par exemple s'est désengagé sur d'autres opérations dans d'autres communes, ne l'a pas fait chez nous. Sinon, ce qui est en face de la cité Taffin, ce qui a été rasé, l'entrée de ville ne serait pas en opération, enfin ne commencerait pas en opération de travaux. Donc je veux rassurer la population vieux-condéenne, mais attirer l'attention quand même sur le fait qu'on doit faire un avenant avec l'ANRU pour décaler les programmations, pour pouvoir faire venir des bailleurs ou des opérateurs de rénovation urbaine pour qu'ils soient en capacité de s'inscrire dans cette requalification. Et on a vraiment des incertitudes quant au bilan, puisque aujourd'hui on a un gouvernement qui a serré la vis, y compris sur les bailleurs sociaux, et ce qui est un vrai danger pour les requalifications urbaines de nos communes. Et voilà, on a des communes sur Valenciennes Métropole qui sont impactées directement, c'est-à-dire que, par exemple, un quartier comme le nôtre, on aurait pu avoir un refus. Ce n'est pas notre cas à Vieux-Condé, mais comme c'est une convention PNR4 qui concerne l'ensemble du territoire, toutes les communes de Valenciennes Métropole sont associés à cette délibération. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle qui est la conséquence d'une mauvaise. C'est un État qui nous lâche, qui lâche les bailleurs, qui lâche les requalifications urbaines, et heureusement une interco qui réagit avec l'ANRU en leur disant « laissez-nous un peu plus de temps pour pouvoir réaliser nos projets » parce que voilà, on a des couacs au niveau des soutiens financiers qu'on attend dignes d'un État comme celui de la France. Donc je tiens juste à signaler que, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, la ville de Vieux-Condé n'est pas impactée. On est passé pas loin, puisque au printemps de l'année dernière, c'était terminé. Et puis 2 mois après, c'était de nouveau, oui, on y va, on continue. Donc voilà, nous, on a eu cette chance-là. D'autres de nos collègues ne l'ont pas eu et se retrouvent avec un gros point d'interrogation sur des sites qui ont été démolis. Donc voilà, c'est l'approbation de ce report de cette date de clôture limite pour obtenir des subventions en rue. Ça met aussi en exergue la solidarité intercommunale des 35 communes de l'agglo. Oui. Je me plais souvent à répéter que c'est un lieu où il n'y a pas de politique, mais c'est véritablement un travail de territoire et non pas un travail individuel,
Puis ça mettait aussi en cause ce problème de mixité sociale qu'on rencontre un peu partout. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver cet avenant numéro 3. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien écoutez, je vous remercie. On va passer maintenant à la session pour l'euro symbolique. On aurait dû marquer le franc symbolique, on aurait gagné 6 fois la mise. Enfin, Monsieur David Bustin. Oui, c'est la dernière pour moi, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a des moments comme ça où on est bien content d'avoir fait tout ce boulot. C'est le titre 4.2 qui est la cession à l'euro symbolique auprès de Valenciennes Métropole des parcelles. Alors, je vous donne le numéro de la parcelle, ça ne va pas vous aider. Non. Mais c'est la parcelle AL numéro 795 qui situe rue d'Anjou. Concrètement, c'est l'entrée de la rue de Normandie. Le coin de la rue d'Anjou, c'est à peu près en face de la Maison pour tous. Pour situer tout le monde, c'est là où il y avait avant une partie de l'ancienne barre qui a été rasée. Ouais. L'ancien quoi, tu dis? L'ancienne barre. Le building, Oui, l'ancienne barre, c'est ça. Ouais. Donc concrètement, on a un foncier qui est là. On a eu plein de difficultés avec ce foncier. Pollution. D'abord, on a eu un problème de pollution. On a dû faire un diagnostic, le partager avec, avec la ville, l'agglo, etc. Et puis on a eu la foncière logement qui a fait une étude de programmation. Elle n'était pas opérationnelle. Aujourd'hui, elle l'est. Donc, dans l'équilibre, là aussi, de cette requalification, puisque là, on est aussi sur l'ANRU, donc là, c'est un renouvellement qui fait la suite de la rénovation urbaine qui a été menée par l'ancienne équipe municipale en 2008. Donc, c'était une première vague de rénovation urbaine. Là, ça concernait Solitude et Hermitage. L'objectif, là, c'est de finir cette opération qui n'est pas neutre, parce que c'est du locatif, mais c'est du locatif différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du parc locatif social, on est sur du locatif plus classique, donc on est juste avant la possibilité de devenir propriétaire, puisqu'on a aussi l'accession en propriété qui est en cours. Donc là, en l'espèce, c'est sur ce site la construction de 10 logements individuels, 2 T3, 6 T4 et 2 T5, ce sont des logements individuels, hein, donc des pavillons, on n'est pas dans des apparts, on n'est pas dans des maisons cubes. Je sais qu'il y a beaucoup de vieux condéens qui disent arrêtez avec vos maisons cubes. Donc là, on est vraiment dans de la structure digne de ce nom, avec des terrains des parcelles qui vont faire entre 300 et 400 mètres carrés selon l'endroit du terrain, avec une petite venelle, une pénétrante. Bref, on va avoir là un nouveau quartier qui va se dessiner à cet endroit-là. Il sera surveillé par la caméra. Qui sera en plus surveillé, en tout cas ses entrées par les caméras. Cette parcelle fait à peu près 4000 m², donc c'est pour ça qu'on arrive à y mettre autant de logements, c'est 10 logements individuels. Voilà, donc cette parcelle est estimée à la valeur cadastrale à 119 000 €, excusez-moi, mais est cédée pour l'euro symbolique, je vais y arriver, hein, je suis à la fin. Ah, il y a des moments. Symbolique, tout simplement parce que nous sommes dans le cadre d'une rénovation urbaine et que au titre de ces missions, nous pouvons faire l'équilibre entre le coût de la construction et le coût préfinancé de libérer le foncier à 1 €. Concrètement, si la foncière logement devait payer 119 000 € pour faire son opération de construction, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, je le précise parce que c'est important dans le cadre de l'opération. Bien, on va voter quand même alors. C'est fini maintenant, tu prends plus la parole? Non? Peut-être une surprise à la fin. Bien, chers collègues, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Donc attendez-vous à travers tout ce qu'il vient de nous dire là, que le nombre d'habitants va vraisemblablement encore augmenter avec des répercussions. Mais comme on s'y prend d'avance, la preuve, on construit déjà l'école. Les jumeaux, ils ont 3-4 jours. Là. Voilà, vous voyez. Bon. Donc soyons et restons des visionnaires. Ensuite, cohésion sociale. Ah mince, c'est pour moi. Alors, pourquoi c'est pour moi? Tout simplement parce que Joël est souffrant, il a une bronchite et il ne sait plus parler. Donc, je vais parler pour lui. Alors, renforcement, du coup, je sens la bronchite à distance. Renforcement du dialogue entre l'État et les maires sur la prévention de la radicalisation, désignation d'un référent et m'autoriser à signer une charte de confiscation. Non, c'est la famille, c'est l'ADN, ça. Donc, la délibération qui vous est présentée vise à améliorer notre dispositif en matière de tranquillité publique. Vous savez que nous sommes en CISPD, c'est-à-dire que la ville de Condé et Fresnes vont prendre la même délibération que nous, forcément. On est à 3. Bientôt, je ne sais plus quand, Sabine, elle va me faire signe, elle va me dire la date, c'est quand?
C'est demain après-midi? Ah bon? Bon, on a tellement de réunions. Demain après-midi, il y a un changement de présidence. Autrement dit, c'est Madame le maire de Fresnes qui quitte sa présidence et c'est Monsieur le maire de Condé qui reprend le flambeau. Donc ces informations, on se les partage sur différents points et plus particulièrement sur la radicalisation. Donc Sébastien Martin, qui est le coordinateur du CISPD du pays de Condé, sera le seul interlocuteur désigné pour mieux connaître les personnes radicalisées et la fiche S sur notre secteur. Je vous rappelle, la fiche S, on en parle un peu moins, heureusement en ce moment, c'est tous les gens qui sont signalés, on va dire S comme signalés, on va retenir que ça, pour des problèmes de radicalisation et susceptibles de basculer dans la réalisation d'attentats ou autre chose malfaisante. Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et on va voter, il n'y a pas d'abstention, d'avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Vraisemblablement qu'on reviendra encore une fois sur ce sujet-là plus souvent. Présentation du rapport annuel de cohésion sociale 2017. Alors, tous les ans, comme pour d'autres structures, le conseil municipal est invité à donner son avis sur le rapport de cohésion sociale. Le but de cette réalisation, mais nous l'avons déjà abordé en réunion préparatoire, vise à rappeler tous les aides dont on a pu bénéficier, tous les engagements qu'on a pu mettre en œuvre concernant la politique de la ville. D'ailleurs, il y a une synthèse qui a été jointe à votre convocation pour cette délibération. Le partenariat, encore une fois, avec Valenciennes Métropole et l'État, heureusement, nous permet de bénéficier d'aides importantes pour nos quartiers prioritaires. Un petit rappel de ces quartiers prioritaires, c'est bien évidemment le centre-ville, le Jard et la Solitude et Hermitage. Et d'ailleurs, le Conseil citoyen a donné un avis favorable le 4 février 2019, donc il y a très peu de temps. Et donc, je vous invite forcément à émettre un avis favorable sur ce rapport de cohésion sociale. On l'a aussi abordé en réunion préparatoire et dans l'équipe avec Joël, que j'excuse aujourd'hui, qui est souffrant. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour eux et merci au personnel de la cohésion sociale. Les maires, tout ça, c'est fait. Donc maintenant, la bibliothèque, Jean-François, est-ce que tu as acheté une tondeuse pour faire le désherbage de la bibliothèque? Oui, je vais laisser ça aux espaces verts, c'est pas bon. Oui, donc chaque année, il suffit aujourd'hui d'autoriser la bibliothèque donc à se séparer des ouvrages les plus abîmés, les plus obsolètes, dont ils ne peuvent pas soit les donner, soit les commercialiser. Les vendre. Voilà. Donc les plus abîmés iront à l'usine d'incinération de Saint-Saul, au centre de valorisation énergétique. Tout à fait, Ecovalor. Donc il s'agit ici de les autoriser à pouvoir, d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir à retourner dans mon usine. Voilà, envoyer les documents à Ecovalor, les documents les plus abîmés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va voter tous contre. Comme ça, Jean-François, je ne sais pas ce qu'il va faire de ses bouquins. Non, mais sérieusement, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Et puis, merci pour l'usine d'incinération. Ça lui fera du tonnage. Événementiel, Bernard. Fête des mères. C'est ma fête? Ah non, il y a une faute d'orthographe. Ah non. Ouais, le 25 mai. Ouais. Parle-nous de la fête des mères. C'est le 26 cette année, normalement. Je pense, oui. Alors, on reconduit comme chaque année. Donc, la ville souhaite remettre un cadeau de fête aux mamans de Vieux-Condé. Mais je croyais qu'on ne reconduisait pas comme chaque année. Voilà, justement, avec une innovation cette année. Donc, on est passé de 2 enfants de moins de 16 ans à un enfant de moins de 16 ans. Oui, c'était quelque chose que je voyais, malgré que je ne suis pas un furieux de Facebook, mais bien souvent, une maman me disait, ou quand je la rencontrais, ou d'autres collègues, elle disait la même chose, quand on est un maman, on est un maman. Un enfant ou... ta maman, Louisette, c'était combien d'enfants? 14.
Donc là, elle aurait pu aller souvent au coiffeur. Hein, Elle a coûté cher au maire de Condé. Voilà, heureusement, elles habitaient Condé. Hein. Et la marraine du 12e, c'était Madame de Gaulle. Parrain, et forcément, pour prendre des nouvelles. Voilà, à l'époque. Donc, Bernard, qu'est-ce que tu nous dis? Ceux qui ont un enfant qui est né le jour. Hein. Voilà, un enfant de moins de 16 ans, dans Voilà. l'année, d'accord, au cours de l'année. Mais c'est pour ça que Émilie a fait des jumeaux. Elle a fait deux d'un coup, bah ouais. Parce qu'elle ne savait pas à l'époque qu'on aurait voté ça. Elle en parlait souvent. Donc, à cette occasion également, on procède à la remise des médailles de la famille. Je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de demande, hein, aujourd'hui en tout cas. Donc, c'est pas clôturé, mais pour l'instant, on n'a pas de demande cette année. Considérant la volonté municipale de favoriser donc le commerce local, la commission des fêtes propose l'attribution d'un bon d'achat d'une valeur de 15 € à utiliser chez coiffeurs, esthéticiennes, fleuristes. Et cette année, les commerçants spécialisés en produits cosmétiques naturels ayant adhéré au projet. Voilà. Donc c'est une demande des commerçants pour adhérer. Il y a une commerçante en plus qui fait des savons bio. Qui fait des savons pas des bio bio-savons, hein, elle fait des juste savons avant- bio. Juste avant de traverser. Donc, les courriers sont partis. Tu as oublié de préciser la somme, sans erreur de ma part. Voilà, non, mais j'ai dit 15 €. Donc, 15 €, hein 15 €. Comme les autres années. Et les bons seront valables jusqu'au 15 septembre. Hein, il faudra Voilà. donc les dépenser avant le 15 septembre. Donc, il y a une date de validité jusqu'au 15 septembre. Voilà. 15 Et €. les médailles de la famille, donc si on reçoit une demande d'ici ce temps-là, donc Ben, on va un essayer. chèque cadeau d'une valeur de 80 €. Ouais, de l'honorer. Voilà. Bah, comme on dit dans l'émission, merci Bernard. Merci Exactement. Bernard. Je vais vous demander donc de voter, encore une fois, un effort financier pas facile. J'en profite pour remercier le service. Ah oui, je précise quand même que ça se passera donc le samedi 25 mai. Hein. Oui, Mais- oui. oh, les- Les flyers vont arriver. J'en profite pour remercier le service de Sylviane et de Anne, qui ont fait vraiment un travail, on va dire, exceptionnel. Et puis surtout trouver quelques innovations qui nous permettent de satisfaire ces mamans, par exemple. Mais il n'y a pas que, bien évidemment. Ensuite, c'est terminé, donc on a voté. Non, on va voter. On a voté. C'est fait, on a voté. On va le refaire pour le plaisir. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, tous les moments, vous remercie. Voilà. Serge, tu vas me faire une information. Et ce matin, j'ai eu un frisson. On est en train de vérifier. On a reçu du département de notre ami le Serge président, qui nous dit il me reste quelques graviers, puis je vais en mettre sur la voie express. Vas-y, maintenant, cause. Là, ça peut poser un petit problème, même un gros problème. Alors, l'information, elle est toute simple, c'est que nous avons appris, bizarrement également, que les 4 jours de Dunkerque passent sur Vieux-Condé avec un sprint qui se déroule rue Anatole France. Alors, plusieurs réunions ont été faites et nous sommes partis, monsieur le maire, en réunion à Condé avec la police, la gendarmerie. Le staff des 4 jours. Comme on dit, le parcours n'a pas été défini complètement puisqu'ils l'ont changé et ça fait la 5e fois qu'ils changent. À première vue, maintenant, le dernier que l'on a proposé, puisque ça posait un problème sur la ville de Vieux-Condé, nous allons entrer par la rue Anatole France, donc dans Vieux-Condé. Nous allons prendre la rue Victor Hugo, place de la République, rue Bellurier, ressortir de la ville de Vieux-Condé, donc au rond-point, couper la voie express par des barrières jusqu'au rond-point de Condé, remonter vers Carrefour, rentrer dans Condé et ressortir Condé de l'autre côté, donc pour faire la boucle, puisqu'il y a une boucle comme ça. J'attends la confirmation de ce parcours. Logiquement, il doit nous amener ça cette semaine. J'ai fait une réunion tout à l'heure justement pour avoir déjà les signaleurs. Nous avons à peu près une douzaine de signaleurs pour le moment. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ce sont que des bénévoles. Hein. Ce n'est pas nous que l'on, comme on dit, que l'on paye également la sécurité.
Certainement, après, avec Didier, la police municipale, les services techniques, nous allons faire une réunion justement technique avec la police certainement nationale pour pouvoir informer également ces signaleurs quand même que c'est une course internationale. Il ne faut surtout pas l'oublier et je voudrais bien qu'à partir de ce moment-là, les Vieux-Condéennes et les Vieux-Condéens respectent ce parcours et ne font pas, comme on dit, repartir en sens inverse, puisque c'est plus nous qu'on va gérer, ce sera la gendarmerie et la police nationale. Et là, je peux dire une chose... Il y a 45 motards, je crois. Hein, il y a 35 motards. 35 motards. Je peux dire sincèrement que ce n'est pas une course Vieux-Condéenne, c'est une course internationale et ils sont très 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 stricts là-dessus. Donc, si bien on va revenir, on a déjà informé dans le journal de la ville ce parcours qui sera certainement le définitif. Ouais. Mais comme j'ai expliqué à la communication, je pense que l'on va refaire des flyers également après pour mettre également dans les boîtes aux lettres pour informer et bien préciser qu'il faudra faire très attention à tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors ça se déroule le 14 mai. Il faudra se mettre quand même dans la tête que le 14 mai après-midi, ça sera une journée quand même assez difficile de circulation sur la ville de Vieux-Condé. C'est un mardi. Merci Serge. Voilà. Alors, c'était prévu de passer rue d'Hervaux et rue Gambetta, mais compte tenu que le chantier sera en plein boom, là sera vraiment des tranchées, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette proposition de détourner vers le bas, avec un avantage, c'est que les gens pourront voir la caravane et les cyclistes, étant donné que la place du Vieux-Condé, elle sera vraiment libre et ils passeront juste là devant. Elle sera protégée également. En plus, c'est la première étape, donc vous inquiétez pas si vous voyez beaucoup de télévision, de journalistes et d'hélicoptères de FR3. Oui, ça sera retransmis pendant donc 1h30 sur WEO, Eurosport et il y en a une autre sur BIN également. Voilà. Donc, voilà. Bien, donc, chers collègues, vous avez les informations du 21, 22, 22 pour les bons pour accord que j'ai donnés. Il est 18h53. Le conseil municipal est donc clos. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir ne pas vous sauver parce que Martine vous attend pour les signures. Et ensuite, il y a le champagne et tout qui coule à flot pour la naissance qui nous est offerte par Papy Hervé.